Bonjour et bienvenue sur le podcast Le corps a ses raisons. Je m'appelle Lisa et je suis atteinte de la maladie de Crohn depuis 4 ans. J'ai créé ce podcast qui raconte le parcours de personnes atteintes de maladies diverses, souvent rares et méconnues. Tous les mois, j'accueille une nouvelle personne pour nous parler de son parcours avec sa maladie ou sa pathologie. Je les invite à se dévoiler avec sincérité et sans tabou, dans le but d'ouvrir la parole sur des thématiques de santé qui sont parfois difficiles. Je vous souhaite une très bonne écoute sur Le corps a ses raisons. Aujourd'hui, j'accueille Anaïs qui nous raconte son combat avec sincérité et sans tabou contre l'anorexie mentale. L'anorexie mentale est un trouble du comportement alimentaire dont Anaïs souffre dès ses 14 ans. Autrice du livre 17h12 Place d'Italie, elle y explique son cheminement entre les débuts de la maladie, ses différentes prises en charge et sa guérison actuelle. Bonjour Anaïs, merci de participer au podcast Le corps a ses raisons, merci de venir témoigner aujourd'hui. Tu vas venir aujourd'hui nous parler de l'anorexie mentale, qui est un trouble du comportement alimentaire dont tu souffres depuis quelques années maintenant. Alors avant de commencer, est-ce que tu peux peut-être nous parler un peu de toi, te présenter et ensuite nous présenter aussi un peu ce qu'est l'anorexie mentale, s'il te plaît. Salut Lisa, merci pour ton invitation déjà. Donc je suis Anaïs, j'ai 33 ans, je travaille dans la communication depuis un peu plus de 10 ans. Je travaille pour une marque de luxe française. J'ai fait des études de lettres en Hippocagne et en Cagne et puis à la Sorbonne. Et ensuite j'ai commencé à bosser dans la pub avant de me diriger vers le luxe. Donc là c'est pour la partie CV. Et au-delà de ça, je me permets juste de faire peut-être une toute petite correction d'entrée de jeu. Tu utilisais en fait le présent pour dire que je souffre de troubles alimentaires. Alors, est-ce qu'on n'est jamais vraiment guéri? C'est une vraie question. Mais néanmoins, j'ai entrepris une grosse thérapie depuis 2019. On aura l'occasion d'en reparler à l'hôpital Sainte-Anne et ça fait à peu près, je dirais, 1 an et demi, 2 ans que je suis pratiquement guérie, même si le verdict, je le laisse à mon psychiatre. En tout cas, je serais ravie d'expliquer les différents leviers qui, moi, m'ont aidé à combattre ce trouble-là et à m'en sortir. D'accord. Donc tu préfères dire que c'est une maladie dont tu souffrais? Ouais, je préfère le dire comme ça parce que la réalité est très différente aujourd'hui à 33 ans de celle que j'ai pu connaître entre mes 14 ans à l'âge auquel on me diagnostique et puis ma première hospitalisation puis ma deuxième hospitalisation. Entre-temps, il se passe 15 ans de cheminement, de haut, de bas, de troubles qui se réveillent, de rémission et de comportements déviants puisque c'est de ça dont on parle. Et aujourd'hui, j'ai écrit un livre qui s'appelle 17h12 Place d'Italie, qui vient de paraître aux éditions Jet d'encre, dans lequel j'écris mot pour mot que je suis abstinente depuis 2 ans. Et pour moi, être abstinente, ça veut dire ne sauter aucun repas, manger de façon équilibrée, éviter d'avoir des comportements dits compensatoires pour éliminer à tout prix. Donc voilà, c'est accepter un quotidien, une alimentation normale, adaptée à ma morphologie, à ma taille, à mon activité, enfin des choses absolument normales sur le plan physique et sanitaire. C'est marrant que tu utilises ce terme puisqu'au final, c'est vrai que dans ton livre, du coup, j'en ai lu une grosse partie et tu parles beaucoup finalement de cette pathologie. Je sais pas si on parle d'une pathologie, d'une maladie pour l'anorexie mentale, mais en tout cas, tu en parles beaucoup comme une addiction. Oui. Oui, absolument. Et en fait, j'ai compris que en fait, j'ai compris qu'on pouvait considérer l'anorexie comme une addiction assez tard. Au début, lorsqu'on me diagnostique, c'est une maladie, hein, c'est une maladie mentale grave qui entraîne le plus gros taux de suicide, donc c'est une maladie très grave. Mais je en dépit du diagnostic, j'étais absolument incapable de mettre en adéquation mon comportement
alimentaire, avec ma conscience de la maladie. Donc c'est pas du déni, c'est une forme de dissonance cognitive que tu peux retrouver chez les fumeurs par exemple, chez d'autres types de profils qui sont accros à certaines drogues, etc. Et effectivement, ce comportement déviant est à considérer et est traité aujourd'hui comme une addiction. Et du coup, est-ce que tu peux peut-être, brièvement revenir sur, ce que c'est, l'anorexie mentale? Puisque c'est vrai que l'anorexie en soi, je pense que tout le monde a déjà entendu ce mot. Tout le monde a peut-être une image de ce qu'est l'anorexie. C'est vrai que tout de suite, quand on parle d'anorexie mentale, il y a peut-être aussi ce terme anorexie mentale, qu'on n'arrive pas forcément à comprendre, quand on n'a pas, justement toutes ces connaissances autour de ce genre, de troubles du comportement alimentaire. Donc est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est, concrètement? Ouais, alors on parle d'anorexie quand tu as une perte d'appétit qui peut être liée par exemple, je sais pas, à une rupture, à une déprime, à une autre maladie, une hospitalisation, tu perds l'appétit, tu manges de moins en moins, ton estomac se rétrécit, tu maigris, d'accord. Et en cela, tu cesses de t'alimenter ou si peu. On parle d'anorexie mentale lorsqu'il y a une volonté de contrôle, si tu veux, de ton poids, de ton corps, qui va prendre le dessus. Et cette mécanique de contrôle va aussi s'emparer de divers aspects de ta vie quotidienne, va s'étendre à d'autres aspects, bien au-delà de la question du poids. Et on parle d'anorexie mentale aussi lorsque voilà, cette obsession du poids, du contrôle, généralement elle va de pair avec des comportements dysmorphiques, c'est-à-dire des troubles de la représentation de soi, des troubles de l'image, ce dont j'ai souffert moi. Et bien évidemment, c'est ce qu'il y a de plus difficile à traiter. C'est une maladie qui peut vite s'installer comme maladie chronique dès lors que les troubles, tu vois, durent au-delà de 5 ans. Moi, ça a été mon cas. Il s'agissait pas d'un trouble épisodique. Je connais dans mon entourage beaucoup de jeunes femmes qui ont souffert épisodiquement d'anorexie, mais les troubles se sont pas étendus dans le temps ou remanifestés dans le temps. Moi, ça s'est mu en une maladie chronique qui s'est installée pendant 15 ans. Le travail, et d'autant plus les troubles s'installent sur la durée, plus c'est difficile de, j'allais dire, reparamétrer ton cerveau pour changer de paradigme, casser les schémas sur lesquels s'est fixée la maladie et repartir d'une page blanche, en fait. D'accord. Et donc une maladie qui a duré 15 ans dans ton cas. Ouais, Quand est-ce que ça a commencé? Donc quand je lis dans ton livre, a priori, si je ne dis pas de bêtises, ça serait vers tes 14 ans. c'est ça exactement. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur comment ça a commencé et quand est-ce que comment tu as réalisé toi peut-être qu'il y avait un problème à ce niveau-là ou comment tu as été diagnostiquée en tout cas par la suite, de cette anorexie mentale? Alors moi, je l'ai pas réalisé spontanément. Ça a commencé à l'adolescence, lorsque j'entre au lycée, que mon corps change, que pour la première fois j'ai des courbes, alors que j'ai toujours été extrêmement filiforme. Donc je ne reconnais pas ce corps qui est en train de se métamorphoser complètement, et je deviens de plus en plus victime du regard des autres. Donc c'est pas les autres qui m'ont rendu malade, mais en tous les cas, ils me renvoient une image qui moi ne me plaît pas. À ce moment-là, je demande à ma mère d'acheter une balance, et je glisse doucement, sans m'en rendre compte, de façon très très presque banale au début, parce que j'entreprends un régime pour la première fois, et voilà, j'élimine petit à petit plusieurs aliments, et puis je perds beaucoup de poids. Enfin, j'ai jamais été grosse, mais on va dire que peut-être que je perds 6 kilos là, en l'espace de 2 mois.
ce qui est quand même pas mal. Et puis je me mets au sport voilà, je boude les dîners ou les déjeuners en famille, je me resserre plus, ça crée des crispations à table. Et étant issue d'une famille de médecins, mon père et ma mère m'emmènent très vite en consultation voir un pédopsychiatre qui pose immédiatement un diagnostic. Et en fait, quand je ressors de cette consultation, je comprends pas ce qui m'arrive. Je comprends absolument pas ce qui m'arrive. Et moi, j'ai l'impression que... Alors, à la fois, je trouve que c'est très, très grave et ça me fait très peur. Ce qui fait que dans les quelques semaines qui suivent, je me remets à manger normalement, mais le mal est fait. Et quelques mois après, les troubles ressurgiront. Et en tous les cas, cette volonté de garder le contrôle va s'installer sur la durée et me rattraper dans des périodes charnières d'incertitude, de doute. Et voilà, c'est le verre est dans le fruit à ce moment-là, en fait. Et donc tu dis que à ce moment-là, le diagnostic est posé, donc de l'anorexie mentale, tout de suite. Ouais. Et au final, ça change pas forcément grand-chose, en tout cas, sur la durée, par rapport à toi. Mais est-ce que le fait d'avoir ce diagnostic-là, en tout cas, ça a eu un impact, en fait, psychologique sur toi d'avoir finalement un mot sur, tes maux? Bah écoute, tout ce que je peux dire, c'est que dans les premières années, ça a été hyper stigmatisant. Parce que j'étais devenue anorexique, c'était devenu mon identité. Aux yeux Ton des identité autres, par rapport à ton voilà, aux entourage? yeux de mes proches, de ma famille, de mes amis, j'étais devenue l'anorexique, quoi. Donc, à la fois, c'est aussi une forme de... C'est assez pervers et ambigu et ambivalent parce que c'était à la fois une forme de fierté que tu exaltes, d'avoir un corps maigre et d'être capable de ce contrôle-là, dont manifestement tes amis ou ton entourage proche ne sont pas capables. Et à la fois, c'est infiniment stigmatisant parce que tu t'enfermes malgré toi dans cette identité-là. Et il n'y a que celle-ci qui vaille, c'est-à-dire qu'elle se confond avec ta nature première et elle prend le dessus. Donc moi, pendant 10-15 ans, j'étais juste anorexique. Il s'avère que je faisais plein de choses en parallèle, que je rentrais en classe préparatoire, j'ai intégré une grande école, voilà, je charbonnais pour voilà tracer ma carrière et me faire ma place au soleil. Je peignais, j'écrivais, voilà, je faisais 1000 choses, mais je restais anorexique. Tant que je n'avais pas pris le parti, j'allais dire, de me soigner et de me débarrasser de cette vilaine carapace, quoi. Donc, je suis pas sûre que le diagnostic m'a aidée, si ce n'est peut-être à prendre conscience de la réalité et du danger de cette maladie, même si encore une fois, je ne mettais pas en adéquation mon comportement avec ma conscience de la maladie. Mais ça a été infiniment stigmatisant, ouais. J'étais l'anorexique de service, quoi. Et ça a duré longtemps, ouais. Et puis du coup, j'imagine que c'était, assez négatif puisque c'est vrai qu'il y a aussi, je pense, beaucoup de, préjugés par rapport à cette maladie. Je sais que dans mon entourage, j'ai aussi eu des personnes qui ont été touchées par, cette maladie, et d'autres qui l'ont pas été parce qu'elles avaient des genres de maladies intestinales qui ont eu beaucoup de mal à être diagnostiquées au début et du coup, ces personnes ont été suspectées d'avoir étaient potentiellement anorexiques et donc de s'infliger eux-mêmes ces vices-là. Hem Et je sais que tu as un papa qui est médecin et une maman qui a été infirmière aussi. Justement, eux, comment ils ont, vécu en tout cas ce diagnostic-là, par rapport à l'anorexie? Je pense que ce sera toujours très difficile de parler à leur place. Et à l'heure où on se parle aujourd'hui, tu vois, tous parmi mon cercle proche n'ont pas été capables de terminer ou même d'entamer la lecture de ce livre parce que vu de mon prisme, c'est, je crois, impossible d'imaginer la douleur que tu causes dans ton entourage proche, chez tes proches. Et moi, j'avoue que pendant ces 15 ans, jusqu'à l'apparition du livre,
à aucun moment je me suis posé la question de leur douleur. Tout ce que j'envisageais ou tout ce que tout ce que je comprenais, tout ce que je décelais, c'était un sentiment de honte de leur part. J'avais l'impression de leur faire honte. J'avais l'impression, tu vois, d'être un peu être un peu la brebis égarée, le vilain petit canard de la famille. Euh, pour une raison simple aussi, c'est qu'à l'issue de ma première hospitalisation, on passe tout sous silence, on oublie, on refoule et on n'en parle plus. Alors que ça a été un traumatisme énorme pour moi. Donc, je me sens un peu discriminée au sein de mon propre foyer. Je me sens toujours perçue comme une malade. En tout cas, c'est l'image que mes parents me renvoient. Maintenant, je serais incapable de mettre des mots sur ce que eux ont pu ressentir, sur leur douleur. Je pense qu'il y a certainement une forme de culpabilité de leur part. Ils auraient sans doute aimé pouvoir réagir différemment, faire mieux, mais c'était impossible, ça n'était pas entre leurs mains. Il y a sans doute de la tristesse à la lecture de certaines pages du bouquin lorsqu'ils décèlent, autant de solitude, de guerre intestine et de violence que je retourne contre moi-même sans jamais leur en parler. Il y a sans doute aussi de la colère et une forme après avoir échangé avec l'un de mes frères, une forme d'incompréhension et presque d'injustice, c'est-à-dire pourquoi est-ce que c'est tombé sur toi plutôt que sur nous ou que sur quelqu'un d'autre. Et ça, c'est un sentiment qui leur est propre, mais c'est ce que je décèle chez eux en tout cas. Et justement, à cette question de pourquoi c'est tombé sur toi, est-ce qu'aujourd'hui, c'est une question qui peut se poser justement dans le cadre de ce type de maladie? Et est-ce que c'est une question à laquelle tu as une réponse? Oui, moi j'ai plusieurs facteurs d'explication. Déjà, tu as des causes biologiques, génétiques. Donc c'est pas pour me dédouaner ou me dire que je suis pas responsable de ce qui m'est arrivé. J'en suis responsable en partie, hein. C'est moi qui choisis de m'alimenter à un moment donné. Mais voilà, tu as certaines causes biologiques, génétiques, environnementales, et puis après, d'un point de vue plus personnel, familial, je pense que il y a des traumatismes familiaux qui se sont réfractés en moi, en fait, qui se sont exprimés de cette manière-là, et que quelque part, ils se sont cristallisés à travers ma maladie. C'était une manière pour eux de s'exprimer, parce qu'il n'y a pas de raison que ça saute une génération. Alors peut-être que chez moi, ça a cogné un peu plus fort que chez mes frères, qui ont sans doute eux aussi à leur manière leur douleur, mais je pense que beaucoup de névroses familiales se sont cristallisées et exprimées à travers cette maladie, et ouais, c'est tombé sur moi, ouais. Et donc suite à ce diagnostic, quel a été ton parcours, en tout cas, dans l'évolution, de la maladie et dans ton parcours médical aussi? Ta prise en charge, s'il y en a eu une et dans quelles conditions? Alors, il y a eu une première prise en charge. J'ai consulté un pédopsychiatre pendant 3 ans, qui était quelqu'un d'une grande douceur et d'une grande bienveillance, mais avec qui ça ne marchait pas parce que je pense qu'on était plus copains que patients et soignants, et que j'étais tellement fermée dans ma maladie que il a proposé qu'on passe à autre chose. Et cette autre solution, cette alternative, c'est devenu des années plus tard ma plus grosse cicatrice. J'ai connu ce qu'on appelle l'isolement thérapeutique à la clinique Saint-Vincent-de-Paul de Lyon, puisqu'à l'époque, je vis à Lyon. Et voilà, ce sont des méthodes d'un autre temps, assez barbares, et qui ne sont absolument pas recommandées aujourd'hui par les professionnels des troubles alimentaires et les experts des troubles alimentaires. Mais bref, le fait est qu'à l'époque, il y a assez peu de structures de prise en charge. Il y en a pas tellement plus aujourd'hui, mais néanmoins, la psychiatrie évolue dans le bon sens, je crois.
Donc voilà, j'ai été mise à l'isolement, placée à l'isolement pendant des mois, c'est-à-dire que tu as des barreaux aux fenêtres, que la serrure de ta chambre est fermée à double tour, que tu n'as pas le droit de sortir tant que tu ne reprends pas 1 kilo. Voilà, c'est une punition de plus, sachant que l'anorexie est quand même déjà une maladie, une expérience punitive. C'est un châtiment que tu t'infliges, donc là on t'en remet une couche. Donc voilà ce qui s'est passé. Ça a été invivable à beaucoup d'égards, dans la mesure où on te prive de toutes tes libertés, de ta liberté de mouvement, de choix, d'aller, venir à ton gré, de créer, même de rêver, parce que tu finis par être tellement sédaté que tu ne rêves plus. Et tu as pour seule obsession de sortir. Donc dans la mesure où ça devient ta seule obsession, il n'y a aucun travail thérapeutique qui peut s'accomplir en parallèle. Donc tôt ou tard, tu finis par sortir parce que tu es gavé et condamné à rester alité dans une pièce de 8 mètres carrés sordide pendant des mois. Donc de facto, tu finis par grossir. Et donc libérer des lits et sortir. Voilà, sauf qu'ensuite, tu es à nouveau livré à toi-même, déscolarisé, marginalisé et traumatisé. Tu vois, je parlais d'identité stigmatisante au début de notre entretien. Ça l'est 2 fois plus, 3 fois plus, 10 fois plus à ce moment-là. En tout cas, cette identité stigmatisante, elle prend tout son sens parce qu'on t'a placé chez les fous, en fait. On t'a placé chez les fous alors que t'envoyais juste un appel à l'aide, en fait. T'avais juste besoin d'attention. Que quelqu'un t'écoute, te comprenne et différemment, indépendamment de la cellule familiale. Bref, donc bon an, mal an, j'ai fini par reprendre un circuit scolaire et rentrer en classe préparatoire. J'ai reperdu évidemment beaucoup de poids à la sortie de l'hôpital. Mais dans la mesure où je m'étais fixé des objectifs scolaires assez ambitieux, voilà, je voulais pas renoncer à mes rêves pour autant. Donc voilà, tu rentres en classe préparatoire, t'as besoin d'énergie, t'as besoin de manger. Donc j'ai, avec le temps, cessé de me poser ces questions-là. Je restais toujours mince et menue, mais voilà, j'avais trouvé une forme d'équilibre et puis je quitte la cellule familiale et après il y a, j'allais dire, 10 ans d'errance. 10 ans d'errance où les troubles parfois sont dormants, refont leur apparition dans des périodes de vie voilà, qui sont placées sous le sceau de l'incertitude et de la vulnérabilité, comme on en connaît tous. Sauf que chez moi, à chaque fois, il y a ce besoin de reprendre le contrôle dès lors qu'une situation professionnelle, affective, matérielle ou autre m'échappe. C'est une manière aussi de regagner quelques bribes d'estime. D'estime qui s'est effritée au fur et à mesure, j'allais dire, de relations qui abîment ou d'autres formes de trauma, quoi. Ça nous mène en 2019 et en 2019 je glisse à nouveau et je perds une dizaine de kilos en l'espace de quelques mois et à ce moment-là j'ai peur pour la première fois et pour la première fois j'ai une espèce de déclic qui se fait où je me dis si je n'agis pas maintenant je vais mourir. Je vais faire un arrêt cardiaque en rentrant du sport. Je m'endors le soir, je commence à faire de la tachycardie. Enfin, dès qu'il fait froid, je suis en hypothermie. Je suis physiquement extrêmement affaiblie. Et je sens que ça va porter préjudice aussi potentiellement à ma carrière. Mes relations affectives sont complètement... et pas seulement affectives, familiales, sont complètement biaisées. Et tout fout le camp quelque part. Donc j'ai 30 ans et pour la première fois j'en ai assez de mentir à moi-même. Alors je sollicite plusieurs hôpitaux parisiens, dont la clinique des maladies mentales et de l'encéphale à Sainte-Anne, la CMME, qui est spécialisée dans les troubles alimentaires. Et voilà, on m'indique le protocole à suivre pour pouvoir être admise. Et je suis hospitalisée en septembre 2019 à Sainte-Anne et s'en suivront de longs mois de thérapie comportementale et cognitive qui
qui ont été salutaires et qui m'ont sauvé la vie. Je peux le dire aujourd'hui, ouais. Tu parlais du fait que tes relations familiales, heu, tes relations en général même étaient un peu, chaotiques. Finalement, est-ce que cette prise de conscience, ça a été cette peur, au niveau santé, cette prise de conscience aussi au niveau des relations, d'au final de te rendre compte que c'était plus compliqué, en tout cas pour toi que pour d'autres à ce niveau-là. Mais est-ce que malgré tout, tu as trouvé du soutien dans certaines personnes ou c'était vraiment, par rapport à cette maladie qui est si taboue finalement, heu, la solitude en fait? Bien sûr que c'est la solitude. La solitude parce qu'au bout d'un moment, même les proches, la famille ou les amis ne disent plus rien, hein. Parce que, si le voilà, si la démarche ne vient pas de toi, personne ne peut faire le job à ta place. Donc il y a une forme de enfin, tu vois? Oui, ils cèdent à la fatalité, quoi. C'est désespérant, c'est d'une tristesse folle, mais c'est la réalité, donc ça t'isole d'autant plus. Et il y a une chose aussi qui compte et qui, moi, à ce moment-là, commence à me poser problème, c'est la perte de confiance totale. C'est-à-dire que tes parents ne te font plus confiance, même tes proches, tu suspecté, ils savent que tu leur mens, tu essayes de donner le change et la confiance, ça prendra des années, en fait, à la regagner. Et rien que pour ça, je pense que j'avais besoin de moi-même prendre le problème à bras le corps pour affronter ce lot de mensonges et regagner la confiance des gens que j'aime le plus au monde, tout simplement. J'en avais marre de me débattre avec ça, en fait. Et aujourd'hui, tu penses que j'imagine que c'est encore un travail qui doit se faire, encore, aujourd'hui sur, finalement restaurer toute cette relation, qui a été un peu, malmenée pendant toutes ces années. Mais aujourd'hui, est-ce que vous vous sentez plus apaisé par rapport à ça ou? Ça dépend avec qui, non, je pense que mes parents, chacun à leur manière, ont beaucoup cheminé. Ils ont lu ce livre, ça a donné lieu à certaines conversations aussi, par la suite, donc ce qui est quand même extrêmement constructif. Hem Et en fait, je crois malgré tout que bien avant, ce projet d'écriture, lorsque j'ai annoncé à mes parents que, cette fois-ci, j'allais me prendre en charge seule et que cette décision était motivée uniquement par, ma seule volonté de m'en sortir, je pense que dès ce jour-là, ils n'ont cessé de m'encourager. Et bien sûr qu'il a fallu parfois envoyer des gages, heu, pour montrer que, voilà, tout fonctionne et que je ne prenais pas ça à la légère. Mais je pense que, le simple fait, d'assumer cette décision de façon mature, responsable pour une fois, je pense que c'était la première fois que je faisais quelque chose de vraiment responsable me concernant, heu, ça a été déjà un grand pas dans la reconquête de cette relation de confiance qui s'était littéralement effritée, au fil des années. Et donc finalement ce nouveau séjour, enfin je sais pas si là tu as été hospitalisée, en tout cas à Sainte-Anne, mais en tout cas cette nouvelle manière de faire, comment ça fonctionne concrètement par rapport à ta première hospitalisation qui a été un peu traumatisante et finalement qui n'avait pas été concluante? Bah, en fait, Sainte-Anne, la démarche est très différente, c'est-à-dire qu'elle est d'abord fondée sur, voilà, la singularité du patient et il y a pas, une thérapie unique. Il y a pas, un seul pattern, qu'on déploie et qu'on applique à chaque patient. La prise en charge à Sainte-Anne est extrêmement individualisée, ce qui fait qu'on va te proposer, un protocole de soins le plus adapté à, ton état physique déjà, et puis ton rythme de vie, ton emploi du temps, ton travail, et cetera. Donc, moi, j'ai passé plusieurs jours, en hôpital de jour, pour faire, une espèce d'audit pluriel, pluridisciplinaire. Et au terme de cette semaine-là, on m'a proposé un accompagnement
qui était, moi je voulais absolument, on m'a proposé d'être en hôpital la moitié de la semaine, ou bon, moi je voulais absolument pas renoncer à ma carrière. Je pouvais pas mettre ça entre parenthèses, j'en avais pas envie et je pense que j'aurais déprimé. Donc on a trouvé un modèle de prise en charge assez hybride qui me permettait moi de continuer à travailler tout en allant à Sainte-Anne toutes les semaines, où j'étais suivie par des médecins, des psychiatres, des nutritionnistes, une diététicienne, et où j'assistais à une thérapie de groupe. Donc là, la présence et au groupe de parole est obligatoire, et c'est la clé. Le succès du programme repose vraiment sur l'engagement des participantes. Donc moi, c'est en tous les cas une approche qui m'a beaucoup aidée. Et voilà, rien hormis j'allais dire la ponctualité et l'engagement personnel. Rien n'est imposé à Sainte-Anne. On m'a jamais forcé, on m'a jamais gavé, on m'a jamais forcé à manger. C'était chacun en fonction de ce qu'il peut, de ce qu'il est, et il n'y a pas eu d'injonction, c'était pas punitif. Enfin, je me suis sentie considérée comme une personne à part entière avant d'être malade, en fait, pour la première fois. Et dans ton livre, tu mets des extraits de carnets alimentaires, dans lesquels, en fait, tu notes finalement, chacun de tes repas et ton ressenti face à ce repas-là. Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu as mis en place, de manière autonome, ou quelque chose que tu as mis en place, avec, les spécialistes qui t'accompagnaient à ce moment-là? Et est-ce que ça a pu t'aider, en tout cas, à aller mieux de tenir ce carnet? Ouais, alors au départ, c'est un exercice qui est très rigide, un peu scolaire, mais ça s'est fait à la demande des psychiatres qui m'accompagnaient, et l'objectif était de pouvoir identifier les pensées, les croyances limitantes, les émotions liées à un repas. Et de pouvoir vraiment les mettre en perspective avec peut-être les événements de la journée ou de la veille, pour voir si tu fais un lien, tu es capable d'établir un lien entre une angoisse alimentaire et une autre qui peut être professionnelle, affective, quelle qu'elle soit. Donc c'était un exercice qui était imposé par l'institution, et chaque semaine, moi, je revenais en consultation avec toutes les pages de mon carnet alimentaire qui permettait ensuite qui servait ensuite de base de discussion avec mon thérapeute, et qui m'a permis de déconstruire en fait tous ces moments au cours desquels les symptômes, donc toutes ces pensées obsessionnelles autour de la nourriture, sont susceptibles de ressurgir. Et à partir du moment où tu es capable d'isoler ces pics, ces moments d'incertitude, ces angoisses, tu peux voilà, entamer un travail de déconstruction, de rationalisation, qui va te permettre de mettre à distance ces pensées obsessionnelles et ces croyances limitantes. Et aujourd'hui, enfin, tu me disais que tu considères aujourd'hui, en tout cas, être guérie, et du coup, j'imagine que ça va beaucoup mieux pour toi. Mais, je me posais la question de si justement il y a des petites choses que tu as dû mettre en place dans ton quotidien, justement pour, gérer un peu quand même tout ça, ou si vraiment aujourd'hui, si tu on peut dire en tout cas, une vie, comme tout le monde en termes, d'alimentation, où il y a quand même des petites choses, qui sont compliquées? Non, je pense que j'ai une vie, une hygiène alimentaire qui est correcte, normale. Après, faut aussi assumer que j'ai pas envie de peser 70 kilos, hein, et que je me plairais pas, et qu'aujourd'hui j'ai un IMC qui est normal, j'ai un poids de forme qui est à peu près normal, et que je me plais. Ouais, c'est ce que je retiens. Mmh. Donc Bien sûr. voilà, si je prends, je vais pas faire un drame si je prends 1 kilo. Enfin, tu vois, ces derniers mois, j'ai été hospitalisée à plusieurs reprises. J'ai pris beaucoup de cortisone et de morphine.
Bon, bah, parfois ça fait gonfler, tu prends 1 kilo, bon, enfin, ça change pas la perception que j'ai de ma personne. Hem, une chose est sûre pour répondre à ta question, c'est que, il faut réintégrer ces réflexes qui semblent naturels pour beaucoup de gens. Sauf que quand tu sors, de 15 ans de troubles alimentaires, c'est pas naturel de manger des féculents à tous les repas. Donc il y a d'abord un moment où, tu te forces. Il faut faire preuve quand même d'un peu de discipline, d'autodiscipline, pour que petit à petit, au fil du temps, à force d'itération et de répétition, et ben, bah oui, t'aies plus peur de manger des pâtes, t'aies plus peur de manger du pain et que tout ça devienne normal. Ça prend du temps, mais aujourd'hui, c'est redevenu quelque chose d'absolument normal et j'ai même du plaisir. J'ai du plaisir avec la nourriture. Après, il est bien évident que si j'ai mangé une pizza un soir, le lendemain, je vais avoir envie de quelque chose de plus léger, mais je pense que ça, c'est juste du bon sens et que c'est indépendant. Enfin, trouble alimentaire ou pas trouble alimentaire, Mmh. ton corps te demande autre chose. C'est comme quand tu t'as pris une cuite la veille, le lendemain, tu vas boire du thé vert. Enfin, c'est une forme Mmh. c'est de l'équilibre. C'est de l'équilibre. Voilà, alors donc il y a ça et puis, voilà, je vais pas mentir sur le fait que, j'aime mon corps tel qu'il est aujourd'hui et que, j'ai un corps qui physiologiquement, d'un point de vue hormonal, fonctionne très bien. J'ai plus de carences, je suis plus en aménorrhée depuis des années et hem et heu et voilà, en fait, j'essaye de ne pas me poser davantage de questions. Et donc aujourd'hui, ton rapport au corps, en tout cas, est plus serein et est-ce qu'au niveau, parce que voilà, on relève bien dans ton livre et dans ce que tu nous expliques aujourd'hui qu'il y avait beaucoup de traumatismes derrière. Est-ce que, en tout cas, tout ça et la maladie, aussi pendant toutes ces années aujourd'hui, qu'est-ce que ça a pu changer aussi dans ta façon de voir les choses, dans ta mentalité? Est-ce que ça t'a gonflé à bloc ou au contraire, aujourd'hui, c'est encore un peu compliqué? Bah, ça te forge le caractère. Ça te forge le caractère parce que quand tu prends des claques comme ça à répétition, pendant des années, ça donne c'est très paradoxal parce que ça te donne aussi ça te donne une force infinie, incroyable. Mais c'est pas pour autant que je me sens invulnérable et je pense que je me sentais invulnérable au paroxysme de mon anorexie. Aujourd'hui, j'ai retrouvé la force et l'énergie pour accomplir bah voilà les projets qui me tiennent à cœur. Mais, euh, mais je pense être nettement plus vulnérable aujourd'hui qu'il y a 10 ans, paradoxalement. Parce Mmh. que je suis aussi peut-être plus à l'écoute voilà, de ce que me dit, mon cœur, de mon corps, je suis à l'écoute de mes blessures, j'accepte d'avoir vécu des traumas et d'avoir besoin de temps pour les digérer. Hem, J'accepte d'avoir de la peine, parce que, comme tout être humain, il y a des jours où on a de la peine. Hem Donc ça a pas fait de moi, j'espère en tout cas, hein, je pense que je suis pas devenue complètement rigide, et que je me suis pas, voilà, habillée d'une espèce de cotte de maille. Heu, non, au contraire, je pense que je suis devenue sans doute peut-être plus empathique. J'essaie d'être plus indulgente avec moi. Mais dans le même temps, très attentive à mes besoins et donc aussi à mes limites. Donc il y a des choses que j'accepte plus, que je ne tolère plus. Heu, Dans la mesure où j'ai mis tellement de temps à moi me respecter, si quelqu'un demain me manque de respect, c'est quelque chose que je pardonne pas, en fait. Bien sûr. Et tu parlais justement des projets qui te tiennent à cœur. Du coup, on peut peut-être reparler, ben, justement de ton livre, donc je le rappelle, qui s'intitule 17h12 plats d'Italie, aux éditions Jet d'encre. Est-ce que tu peux nous parler un peu, de cet ouvrage et des raisons pour lesquelles tu as voulu l'écrire et Ouais, alors,
Au début, j'ai commencé de façon... je savais pas ce que je faisais quand j'ai commencé. J'ai commencé à écrire une page, puis deux, puis trois, parce que je sentais que j'avais énormément de colère en moi. J'en avais discuté avec ma psychiatre et j'avais une colère que je n'arrivais plus à contenir, qui venait de ce passé traumatique, de ces différents séjours à l'hôpital, de cet enfermement, de cette colère, de cette frustration, de ce sentiment qu'on t'a aussi quelque part volé ton adolescence, enfin, sans pour autant me victimiser, mais j'avais énormément de colère en moi parce que j'avais l'impression de devoir fournir 2 fois, 10 fois plus d'efforts qu'une autre ou qu'un autre pour pouvoir me débarrasser de tous mes démons et puis aussi être à la hauteur des enjeux professionnels, matériels, statutaires que je m'étais fixés. Donc, j'avais du taf quand même. Et je pense qu'à un moment donné, la thérapie à Centaines touche à sa fin et je suis... alors, je suis d'un côté gonflée à bloc et rassurée parce que je sais que je suis en bonne voie. Mais d'un autre côté, c'était tellement d'efforts, tellement de remises en question, tellement d'énergie que je pense que nerveusement, je suis à bout et, euh, et j'ai besoin d'expurger cette colère. Et la seule chose que je trouve, c'est à faire, c'est ouvrir mon ordi et puis commencer par écrire une page, deux et trois. Et puis arrive le confinement. À ce moment-là, j'ai du temps. Et pour tuer le temps, je continue d'écrire parce que je trouve dans l'écriture une forme d'apaisement. Je mets à distance ces traumas, je les revisite, mais paradoxalement, c'est moins douloureux que ce que je pensais. Dès lors que voilà, tu parviens à coucher sur le papier ces émotions traumatiques. Et puis j'ai eu l'occasion à quelques reprises de prendre la parole dans certains médias pendant le confinement ou post-confinement ou d'écrire des tribunes sur la recrudescence des troubles alimentaires. Et à chacune de ces prises de parole, je sens qu'il y a un écho, voilà, je reçois des messages de soutien ou de gens qui me disent bah moi aussi je connais quelqu'un, comment on fait pour l'aider, etc. Et finalement et voilà, je suis face à un phénomène qui me dépasse. Et là, ça va bien au-delà de mon histoire personnelle. C'est des questions de santé publique dont s'emparent les experts et les psychiatres sur les plateaux de télé parce qu'il faut agir et que c'est grave. Et donc, je me suis dit, bon, Anaïs, cette fois-ci, tu vas terminer, tu vas aller au bout. D'abord pour toi, parce que tu as besoin de clore un chapitre, ce qui est évident, mais aussi parce que je pense que cette maladie reste incomprise, que les parcours de soins ne sont pas clarifiés, et que j'ai vu des familles dans une détresse telle. Je me suis projetée moi et je me suis dit que je voulais pas que qui sait ma fille, ma nièce, n'importe qui euh, soit voilà victime des mêmes conditions de prise en charge ou enfin, voilà il y a quelque chose à faire et si mon témoignage peut résonner et trouver un écho et que ça puisse ne serait-ce qu'aider une seule personne parmi ceux qui nous écouteront, bah tant mieux en fait, j'aurais servi à ça. Et justement, si tu avais quelqu'un en face de toi qui est un peu dans la même situation que toi 15 ans auparavant, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire, de lui conseiller ou tout simplement juste qu'est-ce que tu voudrais Je veux pas lui être dire? fataliste hein, mais il y a pas de conseil qui vaille en fait, on est tout seul dans la maladie mentale. Je pense que il faut pas renier la personne. Il faut lui faire comprendre qu'on est là, sans pour autant céder à l'injonction, au chantage affectif, à la menace. Moi, j'ai connu tous ces registres-là, le mépris, la menace, le chantage, l'injonction, la culpabilité. Voilà, mon entourage a tout essayé. Hein. Rien de tout ça ne fonctionne. La seule chose qui m'a peut-être parfois apaisée,
C'est quand quelqu'un, un proche me disait écoute, je suis là. Si tu as besoin que je t'accompagne à un rendez-vous, si un jour tu veux en parler, je suis là. Je sais ce que c'est. Je suis là. Et tôt ou tard, la personne, à mesure qu'elle cheminera, ou pas, parce que tout le monde chemine pas, c'est triste, mais c'est la réalité, hein. Euh, si lorsqu'elle cheminera, eh bien peut-être qu'elle se rappellera de cette aide, de cette main tendue, et à ce moment-là, elle se sentira moins seule pour peut-être actionner certains leviers dont elle aurait été qu'elle aurait été incapable d'actionner seule, si tu vois ce que je veux dire. Donc il s'agit pas de céder non plus à la complaisance, à la victimisation, jamais, mais d'être en empathie toujours. Même si je peux comprendre, et je l'ai entendu de la part de certains de mes proches, que un comportement comme le mien peut générer lassitude et éloignement. Je l'entends. Mais je pense qu'il faut jamais rompre le lien. Et il y a un film, moi, qui m'a bouleversée, avec Timothée Chalamet, qui s'appelle My Beautiful Boy. Et tu vois, en fait, c'est un adolescent qui est accro, qui est à des drogues dures. Et en fait, son père, qui est joué par Steve Carell, passe par toutes les étapes: le regret, l'indignation, l'incompréhension, la colère, la menace, etc., jusqu'à ce qu'il se rende compte que aucun de ces leviers ne fonctionne. Et ce qu'il y a de sublime dans le film, c'est que il prend conscience du fait que il marchera toujours aux côtés de son fils. Il sera toujours là, il ira toujours le chercher, même si c'est une épave. Il l'encouragera toujours, même si c'est c'est son 3e séjour en réhab. Il sera là et marchera à ses côtés, et il lâchera pas. Alors je comprends que parfois, par défaitisme, par fatigue, par usure, certains lâchent, hein. Mais moi, les quelques personnes qui m'ont aidée, enfin il y en a une en particulier, c'est quelqu'un qui n'a jamais lâché, qui a toujours été là à mes côtés, discrète, attentive, pudique, euh, qui n'a jamais fait de la nourriture une préoccupation au quotidien lorsque je la voyais, mais qui, de façon très habile et gracieuse, bienveillante et aimante, m'a fait comprendre qu'elle serait toujours là, et que dans les moments les plus difficiles, au moment où j'avais besoin de passer à l'action, mais que j'avais besoin de cet élan, elle me l'a donné, parce qu'avec elle, je n'avais aucun compte à rendre, en fait. Donc, ce que j'ai fait, je l'ai fait pour moi, mais voilà, moi, je connais des gens dans mon entourage qui souffrent, voilà, d'autres types d'addictions. Je juge pas. J'ai m'efforce de pas juger. Et j'essaye de leur dire que je serai là. Après, j'essaye aussi, à titre personnel, de me protéger de de certaines personnes qui ont pu avoir, veut dire, l'anorexie, c'est une addiction. Donc à partir du moment où t'es addict, tu peux être addict à plein d'autres choses. Donc addict aux relations toxiques, addict à, voilà, d'autres formes de substances, etc., aux médicaments. Donc il faut aussi que moi je sache me préserver. Donc j'ai besoin de garder un maximum d'énergie pour continuer à avancer dans la bonne direction, et parfois de faire le tri dans certaines fréquentations. Donc je peux pas m'engager voilà, et jurer fidélité à toutes les personnes un peu brinque-ballantes que je vais croiser sur mon chemin, non. Mais en amitié, par exemple, quand j'ai des amis en souffrance pour diverses raisons, je garde toujours le contact, et elles savent qu'elles peuvent compter sur moi. C'est plutôt dans ce sens-là. Et au final, la question que je me posais aussi par rapport à l'écriture de ce livre, et en tout cas ta prise de parole en général sur le sujet, je pense que ça a été un peu un exutoire pour toi, une façon aussi peut-être, à travers ton témoignage, d'aider d'autres personnes dans la même situation que toi. Est-ce qu'il y a aussi un peu finalement une façon aussi de dénoncer un peu, les méthodes et la prise en charge en tout cas qui se fait, au niveau
de l'anorexie mentale, en tout cas, je sais pas en règle générale pour les troubles du comportement alimentaire comment ça se passe. Mais, par rapport justement à cette, thérapie où tu t'es, voilà le dans ton livre, tu parles bien de prison ferme quand tu Oui, parles de cette période de oui. ta vie en isolement. Est-ce que du coup c'est un l'idée aussi, c'est un peu de dénoncer tout Ouais, ça bien pour sûr. toi? Si tu veux, en fait, cette colère a grandi en moi quand j'ai vu le contraste entre ma prise en charge à Sainte-Anne et celle dans cette clinique, barbare, hein, en fait. Mmh. Et là, quand je suis sortie de Sainte-Anne, j'ai eu envie de les étrangler, j'ai eu envie de hurler parce que on avait porté atteinte à mon humanité, à mon intégrité, à ma dignité et qu'il a fallu que je me répare toute seule. Et quand je voyais l'humanité avec laquelle j'ai été soignée à Sainte-Anne, j'ai voulu, par contraste, mettre en exergue ces deux approches. D'abord pour remercier les professionnels incroyables qui m'ont aidée à Sainte-Anne, et d'autre part, pour dénoncer d'autant plus les barbares qui m'ont enfermée pendant des mois et qui continuent d'enfermer des gamines aujourd'hui. Et j'arrêterai. Peut-être qu'un jour je serai plus apaisée par rapport à ça, par rapport à ces gens. J'en suis pas là à ce stade. J'y pense moins, c'est certain. J'ai pendant 10 ans, 15 ans, j'étais incapable d'évoquer le souvenir de Saint-Vincent de Paul sans pleurer. Aujourd'hui, c'est plus le cas, mais j'ai le sentiment d'avoir été humiliée, en fait, d'avoir été profondément Mmh. humiliée et dégradée, et c'est pas eux qui m'aideront à me réparer. Le taf, je le fais toute seule, et heu Mmh. et peut-être qu'un jour j'aurai plus de colère. Peut-être, j'espère. Bah, je l'espère pour toi aussi et en tout cas, je trouve ça bien qu'aujourd'hui cette colère, elle serve aussi un petit peu, à aider les gens, qui en ont besoin aussi en dénonçant, justement tout ça, en ess Moi, mon objectif, c'est vraiment de déconstruire, d'expliquer, je dirais pas d'accompagner parce que je ne suis pas médecin, ça n'est pas mon rôle, et puis que voilà, moi, je dois aussi continuer de me consolider, donc je suis pas là pour accompagner qui que ce soit, mais si j'ai, une plateforme, pour pouvoir faire passer quelques idées, alors je l'utiliserai bien volontiers. Mais je veux aussi dire une chose, c'est que la thérapie qui a fonctionné pour moi, ce n'est pas dit qu'elle fonctionne pour tout le monde. Il y a d'autres écrits sur les troubles alimentaires ces dernières années qui, euh, qui rendent compte d'autres approches qui ont porté leurs fruits pour d'autres jeunes femmes. Moi, ça a été le cas et ça a été aussi c'est la rencontre de deux volontés surtout en vérité qui fait que ça va marcher, quelle que soit l'approche, quel que soit le protocole, je pense. C'est la rencontre de deux volontés, la mienne, celle du patient, et puis celle d'un corps médical éclairé qui ne renonce jamais. En tout cas, moi, les professionnels qui m'entourent sont des gens qui ne renoncent pas et qui m'encouragent, qui continuent de m'encourager. Euh, Bien sûr, mais bien sûr. Et ça, c'est d'une richesse folle. Et voilà, mon rôle, c'est simplement ça. Je tiens pas à être l'étendard d'une cause, quelle qu'elle soit, mais et j'aurais jamais la prétention de donner des conseils, donc parce qu'il y a encore beaucoup de choses que je suis pas encore capable de m'appliquer à moi-même, mais ouais, parlons-en parce que ça libère, parce que ça soulage, parce que ça aide à dépasser la honte. Et moi, j'ai vécu dans la honte pendant 15 ans à l'aube de mes 30 ans, je me suis dit qu'il était peut-être temps de s'en débarrasser parce que sinon j'allais stagner, j'allais rien faire d'autre de ma vie, et qu'il y a peut-être mieux à faire que de ressasser cette honte, cette colère, cette amertume. Et il fallait que j'essaye de la transformer d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui, est-ce que tu as une devise, qui en tout cas rythme un peu ton quotidien ou pas du tout? Une devise, je sais pas, mais il y a des choses qui sont assez. Enfin, je pense que pendant des années, je me suis pas respectée à beaucoup d'égards.
en me faisant du mal, en retournant beaucoup de violence et beaucoup de colère contre moi, dans mes relations affectives. Je me suis pas respectée parce que j'avais peur de pas suffisamment être aimée, de pas avoir suffisamment d'attention autour de moi. Alors je me suis pas respectée. Et la seule chose que je retiens, c'est que je peux pas transiger avec ça. Ma mère me répète tout le temps. Au début, je trouvais cette phrase stupide, toute, toute faite. Elle me dit toujours, respecte-toi, on te respectera. Est-ce que j'y arrive à chaque fois, tous les jours? Je ne sais pas, mais en tout cas, je m'y efforce. Ouais, j'essaye. Et est-ce que tu as d'autres projets pour mettre en avant un peu, justement toute, c'est ton parcours et tes revendications? Ou est-ce qu'aujourd'hui, voilà, tu as plus forcément envie de trop, parler de tout ça parce que, voilà, tu veux peut-être tourner la page aussi par rapport à tout ça? Ou est-ce que tu as encore d'autres projets aussi, à ce niveau-là? Bah, dans le cadre de la promotion du livre, j'ai encore quelques interviews ou vidéos à tourner. Mais c'est vrai qu'en fait, l'exposition, même si je suis pas non plus je suis pas encore quelqu'un de très connu, hein, soyons quand même, faut relativiser tout ça. Elle rend vulnérable et surtout, elle peut faire du mal aux proches. Après, il faut assumer, hein. Donc j'assume de ce projet, cette entreprise-là, et j'essaye à chaque prise de parole de rester pudique et de protéger les miens pour ne pas les exposer. Mais néanmoins, à travers moi et ma maladie, c'est eux que j'expose aussi d'une certaine manière. Donc c'est un petit peu délicat. Voilà, faut apprendre à gérer ça. Sur le fond, de ta question, si je peux continuer ponctuellement à prendre la parole et à éclairer sur ces sujets dans certains médias, je le ferai bien volontiers. Après, j'ai pas envie de surenchérir non plus. Pourquoi? Parce que j'ai dénoncé au début de notre conversation cette identité stigmatisante. Il faut que je fasse attention aussi dans ma manière de me présenter, de ne pas me résumer à ça. Il est évident que peut-être un beau jour je retournerai à l'écriture parce que j'aime ça, mais j'ai besoin aussi, je pense, de me réinventer, de vivre d'autres expériences. Voilà, je continuerai de parler probablement de santé mentale d'une manière ou d'une autre, mais peut-être avec une autre approche, un autre prisme, j'aurai un autre propos ou que sais-je. Mais je pense que le plus difficile, tu sais, c'est comme Orelsan qui dit qu'il change toujours de perso à chaque nouvel album. Et pour Mmh. pas s'enfermer justement dans des archétypes ou des stéréotypes, il faut que je fasse attention à ça. Au final, est-ce que tu as pas aussi un peu ce souhait, conscient ou inconscient, je ne sais pas, mais de «rentabiliser» un peu entre guillemets, hein, aussi ces 15 ans ou de souffrance finalement pour, aider aussi, autour de toi? Oui, bien sûr, il faut pas que je me dis, il faut pas que autant que ma souffrance ait servi à quelque chose, Mmh. quoi. Bien sûr, il faut pas avoir souffert en vain parce que là, c'est la double peine. Donc tant que j'arrive à transformer ça, bah, moi, je me sens avancée, tu vois? Mmh. Donc oui, ta question, elle est très juste. Rentabiliser, c'est peut-être un peu fort, mais Oui. transformer, en tout cas, ça, c'est certain, ouais, bien sûr. Bah, écoute Anaïs, merci beaucoup pour ton témoignage. Je sais pas si tu veux peut-être, ajouter quelque chose, à tout ça? Merci Lisa. Bah, simplement merci, un grand merci pour bah, la justesse de tes questions, pour ton écoute et l'attention que tu as portée à ce sujet. Voilà, il y a peut-être besoin de personnes comme moi pour oser prendre la parole, mais il y a besoin d'avoir des interlocuteurs comme toi pour bah, nous donner cette tribune. Donc vraiment merci, sincèrement. Ben, avec plaisir et puis merci à toi en tout cas pour, ce témoignage, bah, très fort et j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir aussi à lire ton livre, que je n'ai pas fini mais que je vais continuer de lire
C'est gentil. et qui est très bien écrit, qui est très beau C'est et gentil, très merci. émouvant également. Donc je vous invite tous, à lire le livre d'Anaïs, je le rappelle, 17h12 Place d'Italie aux éditions Jet d'encre. Et puis je te souhaite, plein de bonnes choses et une bonne continuation, dans tous tes projets, que ça soit personnel, professionnel ou pour ta prise de parole sur le sujet des TCA en tout cas. Et puis encore un grand merci à toi. Merci beaucoup Lisa. Merci, à bientôt. À bientôt.